Je n'aurais jamais imaginé que tu serais tout ça. Merci, mon amour. J'ai été invisible pour lui pendant 7 ans. Les mêmes balles, les mêmes salles de réception, et il passait devant moi comme si j'étais faite de verre. Pas un regard, pas une pause, pas un seul muscle de son visage ne trahissant mon existence. 7 ans à prendre sur moi, jusqu'à la nuit où j'ai décidé de cesser d'être invisible et où je suis arrivé au bras du mauvais homme. Toute la salle de bal l'a remarqué. Le silence était comme une lame, et pour la première fois en 7 ans, il m'a regardé. Pas comme si j'existais, non, comme si je venais de craquer une allumette dans une poudrière. Il a traversé la salle, a pris ma main sans se demander, s'est penché jusqu'à ce que sa bouche soit trop près de mon oreille et a dit, si bas que seul moi pouvais l'entendre, tu n'aurais pas dû venir avec lui. Ce que j'ignorais, ce que personne ne m'avait jamais dit, c'est que tout ce silence n'avait jamais été de l'indifférence. C'était autre chose, quelque chose de bien pire. Et le temps que je découvre enfin pourquoi, il y avait déjà 2 frères qui se battaient pour quelque chose dont j'ignorais même que c'était en jeu. L'un m'offrant une porte de sortie trop belle pour être sûr, et l'autre me protégeant d'une manière qui ressemblait trop à une cage. La question n'a jamais été de savoir qui j'aimais. La question était de savoir ce qu'il me cachait et pourquoi. Bonjour, je suis Lina, et cette histoire ne fait que commencer. Chapitre 1. La robe bleue. Je n'aurais pas dû être là. Je le savais en traçant pour la 2e fois le trait d'eyeliner, ma main plus stable que le reste de mon corps. Le miroir de mon appartement de Palerme reflétait l'image d'une femme qui semblait prête à tout, mais à l'intérieur, je menais une guerre silencieuse contre le bon sens, et je la perdais. Tu vas vraiment le faire, a dit Giada depuis l'embrasure de la porte de la salle de bain, les bras croisés et arborant l'expression qui signifiait qu'elle avait déjà son opinion et qu'elle attendait juste l'occasion de me la jeter au visage. Giada était ma meilleure amie, propriétaire d'une boutique de tissus vintage dans le centre de Palerme, et la seule personne au monde capable de lire chaque couche de mes mauvaises décisions avant même que je ne le puisse. Faire quoi, ai-je demandé, feignant l'innocence tout en ajustant la robe bleue qui moulait mon corps d'une manière qui ne laissait aucune place au doute. Aller au bal annuel des Cavour au bras d'agneau. Elle s'est décollée du cadre de la porte et s'est approchée de moi, remontant la bretelle qui avait glissé sur mon épaule. Isotta, ma chérie, je t'aime, mais ce n'est pas du courage. C'est une déclaration de guerre par le décolleté. Je n'ai pas répondu parce qu'elle avait raison, et l'admettre à voix haute aurait rendu tout cela trop réel. Le bal annuel de la famille Cavour était l'événement le plus important de la côte est de la Sicile. J'y assistais depuis mon enfance. D'abord comme la fille d'un homme qui gravitait autour de ce monde, puis comme la jeune fille dont personne ne savait vraiment pourquoi elle continuait à être invitée. La vérité était simple. J'y allais par fierté. La même fierté stupide et féroce qui me tenait debout depuis mes 17 ans, quand mon père est mort et m'a laissé seul avec un nom de famille qui ne signifiait rien et une dette qui signifiait tout. 7 ans plus tard, à 24 ans, j'étais toujours debout, avec les mêmes mains stables et la même obstination. Sauf que maintenant, je savais que la dignité n'était pas quelque chose dont on héritait. C'était quelque chose auquel on s'accrochait avec les ongles, jour après jour, jusqu'à ce que ça colle à vous comme une cicatrice. Giada m'a regardé à travers le miroir, et cette fois, l'ironie avait disparu de son visage. Pourquoi Ennio Isotta? Je connaissais la réponse. Je la connaissais avec une clarté qui faisait mal. 7 ans à être ignoré par Rogero Cavour, 7 ans de regards qui me traversaient comme si j'étais en verre m'avaient poussé vers le seul endroit qui pouvait le déranger, le bras de son frère. Il ne s'agissait pas d'Ennio, jamais. Il s'agissait de la fille invisible qui montrait que quelqu'un pouvait la voir. Parce qu'il m'a invité, ai-je dit, et j'ai refermé le rouge à lèvres d'un clic qui a clos le sujet. La voiture qu'Ennio avait envoyée était noire, sobre, et sentait le cuir neuf. Je suis monté seul. Giada est resté à l'entrée de l'immeuble, les bras croisés, avec une phrase qui résonnait encore dans ma tête. Si ça tourne mal, appelle-moi. Si ça se passe bien, appelle-moi aussi, parce que je ne pourrais pas dormir sans savoir. La route vers le domaine familial en périphérie de Catane était assez longue pour que je repasse en revue toutes les raisons pour lesquelles c'était une erreur, et trop courte pour me faire changer d'avis. Le manoir Cavour est apparu parmi les collines, telle une créature vivante. Façade en pierre, torche basse et trop de voitures pour prétendre que ce n'était qu'une simple fête. C'était une démonstration de pouvoir, et chaque détail disait la même chose.
Nous sommes les Cavoret, et vous êtes ici parce que nous le permettons. Ennio m'attendait au pied de l'escalier. À 27 ans, le frère cadet de Ruggiero avait le genre de beauté qui fonctionnait comme un piège. Sourire facile, yeux chaleureux, des mains qui touchaient votre bras avec une douceur qui semblait répétée à la perfection. Il m'a offert son bras avec un « Tu es magnifique » qui sonnait trop sincère pour que je puisse y croire, et je l'ai pris parce que c'était le choix que j'avais fait. Nous sommes entrés ensemble et la salle a réagi, non pas avec du bruit, mais avec le genre de silence qui se produit quand quelque chose bascule et que tout le monde le remarque en même temps. J'ai senti les regards avant de pouvoir les identifier. Curiosité, désapprobation, calcul. En Sicile, entrer à un bal Cavour au bras d'un Cavour n'était pas un rendez-vous. C'était une déclaration. Donna Silvia était assise près de la cheminée avec la posture d'une reine et les yeux d'un faucon. La matriarche des Cavour avait 70 ans et possédait une élégance tranchante. Elle m'a regardé par-dessus le bord de son verre avec une expression qui n'était ni de la haine ni de la surprise. C'était pire. C'était une évaluation, comme si elle mesurait combien de temps je tiendrais avant de réaliser que je n'avais pas ma place ici. J'ai soutenu son regard pendant 2 secondes avant de détourner les yeux. Non pas parce qu'elle avait gagné, mais parce que je choisissais mes batailles, et celle-là n'était pas pour ce soir. Ennio m'a guidé à travers la salle de bal avec l'aisance de quelqu'un né dans ce monde, et je me suis laissé conduire pendant que mes yeux cherchaient sans permission la seule personne que je m'étais juré de ne pas chercher. Et puis je l'ai vu. Ruggiero Cavour se tenait près du bar, un verre à la main, avec l'assurance d'un homme qui n'a pas besoin de bouger pour remplir toute la pièce. À 31 ans, le chef de la famille Cavour était le genre de présence qui faisait taire les conversations sans dire un mot. Costume noir, pas de cravate, la chevalière avec le lion couronné et le poignard entre ses crocs brillant à son doigt. Chaque détail de lui était une phrase qui disait « Je suis le danger que vous déguisez en civilité ». Il se tenait immobile, sans bouger, et me regardait droit dans les yeux. Je connaissais les regards de Ruggiero. Je connaissais le regard qui me traversait. Je connaissais le regard qui m'évitait, comme si détourner les yeux était un réflexe entraîné. Je connaissais le regard qui prétendait que je faisais partie du décor, mais ce regard était différent. Ce regard avait un poids. Il avait une chaleur. Il avait quelque chose que je ne pouvais pas nommer, mais que je sentais dans tout mon corps, comme si quelqu'un avait allumé tous mes nerfs en même temps. Je n'ai pas détourné le regard, pas cette fois. J'ai soutenu son regard avec tout ce que 7 ans de silence avaient construit en moi, et j'ai pensé, vois-moi. Enfin, vois-moi. À côté de moi, Ennio a doucement serré mon bras, et quand je l'ai regardé, il y avait un sourire sur son visage. Le genre qui n'atteint pas les yeux. Le genre qui semble savoir quelque chose que vous n'avez pas encore compris. Comme si cet échange de regards entre moi et Ruggiero était exactement ce qu'il voulait. Avant que je puisse comprendre ce que cela signifiait, j'ai senti l'air de la pièce changer. Ruggiero a bougé. Il a posé le verre sur le comptoir sans regarder et a traversé la salle de bal à grandes enjambées délibérées. Le genre de démarche qui pousse les gens à s'écarter par instinct. Chaque pas semblait écraser la distance entre nous, comme si c'était une insulte personnelle. Il s'est arrêté devant Ennio et moi, et pendant 1 seconde, personne n'a respiré. Puis il a pris ma main, l'a retirée du bras d'Ennio avec une fermeté qui ne tolérait aucune discussion, et s'est penché jusqu'à ce que sa bouche soit assez près de mon oreille, pour que je sente la chaleur de son souffle sur ma peau. « Tu n'aurais pas dû venir avec lui », a-t-il dit si bas que seul moi l'ai entendu. Mon cœur s'est emballé dans ma poitrine. Comme une trahison de mon propre corps, j'ai retiré ma main avec la même fermeté qu'il avait utilisée pour la prendre, et j'ai regardé dans ses yeux sombres qui m'avaient ignoré pendant 7 ans comme si je n'existais pas. Et toi, tu n'aurais pas dû m'ignorer pendant 7 ans. Chapitre 2. Ce que le silence cachait. 3 jours se sont écoulés depuis le bal, et Ruggiero Cavour a décidé que la meilleure façon de rattraper 7 ans de silence était de devenir impossible à ignorer. Le lundi, il est apparu au restaurant où je déjeunais toujours près de l'atelier. Il n'est pas entré. Il s'est tenu de l'autre côté de la rue, appuyé contre une voiture noire, les bras croisés, fixant la façade comme s'il évaluait la propriété. Quand je suis sorti et que je l'ai vu, il était déjà parti, mais le propriétaire du restaurant m'a dit avec un sourire nerveux qu'un homme très poli et très effrayant avait demandé si je mangeais là tous les jours.
Le mercredi, une de mes collègues de l'atelier de restauration à Palerme a mentionné qu'elle avait reçu un appel téléphonique étrange, quelqu'un qui posait des questions sur mes horaires, sur qui me rendait visite, sur mon état d'esprit ces derniers temps. Elle pensait que c'était un parent inquiet. Je savais que ce n'était pas le cas. Le jeudi, le gardien de mon immeuble a mentionné, aussi nonchalamment que possible, qu'une voiture noire était garée dans ma rue chaque nuit depuis le week-end. Je n'ai pas eu besoin de demander à qui elle appartenait. Rogero ne me protégeait pas. Il se rapprochait, et la différence entre les deux était une ligne si fine que je la sentais dans mes os mais ne pouvais la prouver. Pendant ce temps, Ennio a adopté l'approche inverse. Des fleurs sont arrivées à l'atelier le mardi. Pas des roses, ce qui aurait été prévisible, mais des pivoines blanches, mes préférées, un détail que je ne me souvenais pas lui avoir mentionné. Une invitation à dîner est arrivée par téléphone le mercredi, délivrée avec la voix chaude et insouciante de quelqu'un qui avait tout le temps du monde. Le jeudi, un court appel juste pour savoir comment j'allais. Pas de pression, pas d'arrière-pensée apparente. Ennio était charmant d'une manière que Ruggiero n'avait jamais été, présent, gentil, avec une aisance pour l'affection qui semblait trop naturelle. Et c'était exactement ce qui me dérangeait. Parce que dans le monde des Cavour, rien n'était naturel. Tout était calculé et la gentillesse était l'emballage préféré de quelqu'un qui avait quelque chose à y gagner. J'ai tout raconté à Giada par téléphone, allongé sur le canapé de mon appartement, les chaussures jetées par terre et la tête douloureuse à force de trop réfléchir. Elle a écouté en silence, ce qui pour Giada était l'équivalent d'un phénomène météorologique, puis a lâché. Laisse-moi voir si j'ai bien compris. L'aîné t'espionne et le plus jeune te fait la cour. Une pause. Ma chérie, c'est soit le début d'une romance, soit d'un procès. Parfois les deux. J'ai ri malgré tout. Giada avait ce don de transformer l'insupportable en quelque chose qui tenait dans une seule phrase. Mais quand le rire s'est estompé, ce qui restait était la question à laquelle je ne pouvais pas répondre. Je n'étais pas tiraillé entre Ennio et Ruggiero. J'étais tiraillé entre ce que je méritais et ce que je voulais, et les deux semblaient incapables d'être la même chose. Le vendredi, j'étais seul à l'atelier. Le bâtiment se trouvait dans une rue étroite du centre historique de Palerme, avec des murs en pierre qui gardaient l'air frais, même pendant la chaleur de l'été sicilien. Je travaillais à la restauration d'un retable du XVIIe siècle, un travail délicat qui exigeait silence et main sûre, deux choses que j'avais en abondance quand le reste de ma vie ne s'effondrait pas. L'atelier était vide depuis plus d'une heure quand j'ai entendu la porte. Pas de coup. Elle s'est simplement ouverte avec le genre d'aisance qui appartient à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de demander la permission d'entrer où que ce soit. Ruggiero s'est arrêté dans l'embrasure de la porte et tout l'espace a rétréci. Les manches de sa chemise étaient retroussées jusqu'à ses avant-bras, la première fois que je le voyais sans veste de costume, et ce détail m'a désarmé plus qu'il n'aurait dû. Comme si ces centimètres de peau exposés étaient une concession qu'il ne faisait habituellement à personne. Ses yeux ont balayé l'atelier avec la même lecture calculée que je lui avais déjà vu appliquer à des salles pleines de gens. Sauf que maintenant, la salle, c'était juste moi. Ton service est terminé il y a une heure, a-t-il dit, comme si c'était une information qu'il était en droit d'avoir. Et tu le sais parce que tu me surveilles ou parce que tu as vérifié mon contrat de travail? Je n'ai pas levé les yeux du retable. Mes mains sont restées stables. Mon cœur, non. Il est entré et a fermé la porte derrière lui, et le clic du loquet a sonné comme le point final d'une phrase qu'aucun de nous n'avait commencée. L'atelier était grand, mais avec Ruggiero à l'intérieur, j'avais l'impression que les murs s'étaient rapprochés. Il a marché lentement, regardant les toiles appuyées contre les murs, les bocaux de solvant, les outils alignés sur l'établi, regardant tout sauf moi jusqu'à ce qu'il s'arrête à 2 mètres de ma table et me fasse enfin face. Le silence entre nous était du genre qui a une texture lourde, chaud, avec des bords tranchants. J'ai posé le pinceau et me suis tourné vers lui, car prétendre que sa présence n'altérait pas la gravité de la pièce était un mensonge que mon corps refusait de soutenir. « Qu'est-ce que tu veux, Ruggiero? » Parler. Tu ne parles pas, tu donnes des ordres et tu laisses le silence faire le reste. Il a presque souri, presque. Le coin de sa bouche a bougé d'1 millimètre, et j'ai détesté le fait de l'avoir remarqué. Tu as raison. Je sais que j'ai raison. J'ai croisé les bras. Alors, qu'est-ce qui a changé?
Il a fait un pas vers moi et s'est arrêté assez près pour que je doive lever le menton pour croiser ses yeux, et assez loin pour que l'espace entre nous vibre de tout ce qui n'était pas dit. Tu es entré au bras de mon frère, a-t-il dit, et sa voix était bas, contrôlée. Mais il y avait quelque chose derrière ce contrôle qui semblait sur le point de se fissurer devant tout le monde. Il m'a invité. Toi, jamais. Le coup a porté. Je l'ai vu dans sa mâchoire qui s'est crispée et dans ses yeux qui se sont assombris d'une demi-teinte. Ruggiero Cavore n'était pas un homme habitué à entendre des vérités lui être jetées au visage et encore moins à ne pas avoir de réponse. J'avais mes raisons, a-t-il dit, après un silence qui a duré 3 de mes battements de cœur. Les raisons, ça ne réchauffe pas, Ruggiero. Les mots sont sortis avant que je puisse les mesurer, portant le poids de chaque nuit que j'avais passée à me demander ce qui n'allait pas chez moi pour que cet homme me regarde comme si j'étais transparente. Tous ces hivers au bal où je me tenais dans les coins, prétendant ne pas chercher ses yeux dans la foule. Des années à essayer d'arracher de ma propre peau le sentiment qu'il éveillait en moi sans jamais y parvenir. Il m'a regardé comme si j'avais plongé la main dans sa poitrine et que j'avais serré. Et pendant une seconde qui a duré trop longtemps, j'ai cru qu'il allait dire quelque chose qui changerait tout, qu'il comblerait le mètre qui nous séparait et transformerait cet atelier en toute autre chose. Mais la porte s'est ouverte. Tassilo est entré avec la posture tendue de quelqu'un qui s'attend à trouver des meubles cassés. Il était le bras droit de Ruggiero depuis leur adolescence, un homme qui parlait peu, observait tout et avait un humour sec qui faisait surface au pire moment. Ses yeux sont allés de Ruggiero à moi, puis de moi à Ruggiero, enregistrant la distance minimale entre nous et les expressions sur nos visages avec l'efficacité de quelqu'un entraîné à lire les situations dangereuses. « J'attendrai dans la voiture », a dit Tassilo, sa voix plate. Il est parti. 2 secondes plus tard, il a rouvert la porte et a ajouté « Encore ». La porte s'est refermée. Ruggiero a expiré par le nez, quelque chose entre la frustration et la défaite, et a fait un pas en arrière. Le sortilège ou quoi que ce soit qui transformait l'air entre nous en quelque chose qui brûlait ne s'est pas rompu, mais il a perdu son urgence. Il m'a regardé une dernière fois avec cette intensité dont je ne pouvais dire si c'était une promesse ou une menace, et est parti sans un autre mot. Je suis resté au milieu de l'atelier, le cœur battant au mauvais endroit, et les mains tremblantes pour la première fois depuis des années. Giada a appelé 20 minutes plus tard. Je lui ai tout raconté, appuyé contre le mur froid de l'atelier, les yeux fermés. Et quand j'ai fini, elle laisse rester silencieuse pendant 3 secondes, son record personnel. Eh bien, a-t-elle dit, avec une douceur rare dans sa voix, si les raisons, ça ne réchauffa pas, ne l'a pas frappé en plein cœur, rien ne le fera. Maintenant, rentre chez toi, prends une douche et arrête de sentir le solvant. Demain, tu pourras décider quoi faire de l'homme qui a décidé de transformer la surveillance en flirt. J'ai raccroché avec un sourire triste, j'ai fermé l'atelier et je suis rentré à pied dans le centre de Palerme. Son odeur toujours piégée dans ma mémoire comme une phrase. Le lendemain, Ennio m'a invité à dîner dans un restaurant tranquille près du port. Il était impeccable, comme toujours, chemise claire, montre chère, le sourire d'un homme qui se sait beau et qui s'en sert comme d'un passe-partout. La conversation était facile. Il m'a interrogé sur mon travail, sur Palerme, sur ce que je faisais quand je ne restaurais pas des choses que d'autres avaient laissé se briser. Il était facile de parler avec lui, dangereusement facile, jusqu'à ce que, entre un verre de vin et le suivant, Ennio change de ton avec la précision de quelqu'un qui attend le moment exact pour retourner le jeu. Il a mentionné, nonchalamment, comme s'il commentait la météo, qu'il était au courant de la dette de sang de mon père. Le vin s'est arrêté à mi-chemin de ma bouche. Le bruit du restaurant a disparu. Tout ce qui restait était sa voix, calme et veloutée, prononçant des mots qui portaient le poids d'une avalanche. « Ne t'inquiète pas », a-t-il dit, son expression impassible et ses yeux fixés sur les miens. « Je peux la faire disparaître. » Chapitre 3. Dette de sang. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Les mots d'Ennio tournaient en boucle dans ma tête, comme une pièce de monnaie qui ne retombe jamais. Je peux la faire disparaître. Et chaque fois que j'essayais de trouver un angle généreux à cette phrase, je me heurtais au même mur. Personne n'offre une porte de sortie sans attendre quelque chose en retour. Pas dans ce monde, pas avec ce nom de famille. Le lendemain matin, je suis retourné au restaurant où nous avions dîné.
Ennio était déjà là, comme s'il savait que je viendrais, portant la même chemise claire et le même calme imperturbable de quelqu'un qui a lancé une grenade et qui est maintenant assis confortablement, attendant de voir où les éclats atterriront. Tu savais que je viendrais, ai-je dit, en m'asseyant en face de lui sans attendre d'invitation. J'espérais. Il a poussé une tasse de café dans ma direction. Tu n'es pas du genre à prétendre que tu n'as pas entendu. J'ai ignoré le café. Explique-moi tout. Ennio a expliqué avec la patience d'un professeur et la précision d'un avocat. La dette de mon père envers la famille Okafor était ancienne, contractée avant mon adolescence et jamais réglée. Selon les règles internes de la famille, des règles qui n'étaient écrites nulle part mais qui avaient plus de poids que n'importe quel contrat, cette dette équivalait à une vie. Elle n'avait pas été réclamée, mais elle n'avait pas été pardonnée non plus. Elle existait comme une ombre permanente sur moi, une chaîne invisible que n'importe quel membre de la famille pouvait tirer quand bon lui semblait. Et la solution, ai-je demandé, ma voix plus stable que le reste de mon corps. Le mariage. Il a dit le mot comme on dit café ou mardi. Avec moi, la dette serait effacée par l'union. Tu serais libre, protégé, membre de la famille de droit et non par dette. L'air a quitté mes poumons comme si quelqu'un s'était assis sur ma poitrine. J'ai regardé Ennio, ses yeux bruns qui semblaient si sincères que ça en faisait mal, et j'ai cherché le piège. Il était là. Je pouvais le sentir, mais il le cachait si bien que je ne pouvais pas le toucher. J'y réfléchirai, ai-je menti, et je suis parti avant qu'il ne puisse dire autre chose. J'ai appelé Giada depuis la voiture, j'ai tout déversé. Quand j'ai fini, elle a expiré comme si elle avait reçu un coup de poing. Sa voix est revenue avec une fureur que je pouvais sentir vibrer à travers le haut-parleur. Isota, écoute bien ce que je vais te dire. On n'épouse personne pour une dette. Ce n'est pas de la romance, c'est une transaction, et tu n'es pas une marchandise. Je savais qu'elle avait raison, mais savoir et ressentir sont deux choses différentes. Et à ce moment-là, je sentais le poids de 24 ans passer sous un nuage que je n'avais jamais choisi et qui ne s'en irait jamais. Le même après-midi, je suis allé voir Severo. Le conciliaire de la famille Okafor était un homme au début de la soixantaine, avec une voix basse et les yeux de quelqu'un qui avait vu des empires se construire et se détruire dans la même pièce. Il m'a reçu dans un bureau qui sentait le vieux papier et les décisions irréversibles, et a écouté mes questions avec la patience de quelqu'un qui savait déjà ce que j'allais dire avant que j'ouvre la bouche. La dette existe, a-t-il confirmé avec l'aisance de quelqu'un qui lit un menu. Et elle est réelle. Qui la détient? Ai-je demandé. Severo a détourné le regard pour la première fois depuis que j'étais entré. C'est une affaire qui regarde le patron. La réponse était une porte fermée, mais le regard détourné était une fissure, et j'ai classé cela au même endroit où je gardais tout ce que les hommes de cette famille essayaient de me cacher, au fond de mon esprit, avec la patience de quelqu'un qui sait que chaque vérité fait surface quand le bon silence se brise. J'ai conduit jusqu'au domaine des Cavert en périphérie de Catane, avec le soleil qui se couchait derrière les collines, et une détermination qui brûlait dans ma poitrine comme une fièvre. J'avais besoin de réponses, et il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait me les donner. Mais avant d'atteindre Rogero, je suis tombé sur Donna Silvia. La matriarche se tenait dans le couloir menant au bureau de son fils, positionnée comme si elle était là par hasard. Mais rien chez Donna Silvia Cavori n'était dû au hasard. Elle m'a regardé de haut en bas avec cette politesse tranchante que je connaissais déjà, et quand elle a parlé, chaque mot sonnait comme une pierre posée sur une tombe. Vous n'êtes pas la femme d'un patron, a-t-elle dit, sans élever la voix. Vous êtes la fille d'un homme qui est mort, endetté. Ne confondez pas l'attention avec la position. Les mots se sont glissés comme des lames, un par un, dans l'espace entre mes côtes. J'ai senti chaque syllabe perforer quelque chose en moi que j'avais passé toute ma vie à protéger, la croyance fragile et têtue que j'étais plus que la dette de mon père. Donna Silvia n'a pas attendu de réponse. Elle s'est retournée et a descendu le couloir avec l'élégance de quelqu'un qui vient de tailler une branche qu'elle jugeait inutile. Je suis resté là pendant 3 secondes, j'ai respiré et j'ai poussé la porte du bureau de Ruggiero sans frapper. Il se tenait derrière le bureau, des papiers étalés, et l'expression d'un homme portant le poids de décisions qui détruisent des vies. Quand il m'a vu, quelque chose a changé sur son visage. Un adoucissement si bref que je l'aurais manqué si je n'avais pas regardé avec une telle intensité. La dette de mon père, ai-je dit, sans préambule, sans manière,
sans la politesse que ce monde exigeait. Qui la possède? Rogero m'a regardé et a continué de me regarder. Le silence s'est étiré entre nous comme un élastique sur le point de se rompre, et j'ai tenu chaque seconde, car s'il y avait une chose que 7 ans d'invisibilité m'avaient apprise, c'est que je pouvais endurer n'importe quel silence que cet homme voulait imposer. C'est moi, a-t-il dit, et le mot est tombé dans l'air comme un verdict. Mes jambes ont fléchi un instant, mais je ne me suis pas assise. Je n'allais pas lui donner le privilège de me voir flancher. Je suis resté debout, la colonne vertébrale droite et le cœur en morceaux, en train de traiter l'ampleur de la chose. Ruggiero Cavour avait racheté la dette de mon père il y a des années, en silence. Il avait tenu la chaîne qui pouvait me détruire pendant 7 ans et ne l'avait jamais tirée, jamais réclamée, jamais dit un mot. Il m'avait ignoré pendant 7 ans, m'avait regardé comme si je n'existais pas, et pendant tout ce temps, c'était lui qui détenait le document qui disait que ma vie appartenait à quelqu'un. La rage m'est montée à la gorge avec un goût de fer. Ce n'était pas la colère nette du bal ou la colère vive de l'atelier. C'était quelque chose de plus profond, le genre de fureur qui naît quand on découvre que la personne qui vous a le plus blessé est la même qui vous a permis de tenir debout sans que vous le sachiez. J'ai ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti qui soit à la hauteur de ce que je ressentais. Alors, j'ai fait la seule chose que je pouvais. J'ai tourné le dos et je suis sorti. Dans le couloir, Ennio était appuyé contre le mur, les bras croisés et l'expression de quelqu'un qui regarde une pièce de théâtre dont il connaît déjà la fin. Il m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être de la compassion, mais qui sentait le calcul. « Maintenant tu comprends, a-t-il dit, sa voix douce. Pourquoi je t'ai offert une autre issue? » Chapitre 4. Ce que personne ne devait voir. Je me suis enfermé. Pas seulement la porte de l'appartement, je me suis enfermé complètement. J'ai éteint mon téléphone pour Ruggiero, je l'ai éteint pour Ennio, j'ai prévenu l'atelier que je ne viendrais pas, et j'ai passé 2 jours sur le canapé avec les rideaux tirés et une rage si épaisse que je pouvais presque la toucher dans l'air. Giada était la seule exception. Elle s'est présentée à ma porte le premier soir avec une bouteille de vin et aucune intention de me laisser seule. Elle s'est assise sur le sol du salon avec moi, a rempli 2 verres et a attendu que je parle. Quand je l'ai finalement fait, les mots sont sortis en morceaux, pas dans l'ordre, pas avec logique, en éclats que je jetais sur le sol entre nous, et que Giada ramassait en silence, morceau par morceau, sans essayer d'assembler le puzzle avant que j'aie fini. Le pire, ce n'est pas ce qu'il a fait, ai-je dit, en me fixant le vin comme si la réponse s'y trouvait. Le pire, c'est que je ne sais pas si je dois être furieuse ou reconnaissante, et les deux en même temps me détruisent. Giada est restée silencieuse un moment, tournant le verre entre ses doigts. Puis elle a dit, de la voix la plus sérieuse que je lui ai jamais entendue, « Ça pourrait être de la protection. Ça pourrait être du contrôle, et c'est ça qui est effrayant, Isota, parce que quand la même action peut être les deux, on ne sait jamais sur quel terrain on se trouve. » Elle avait raison, et l'incertitude était pire que n'importe quelle réponse, car au moins une réponse aurait eu des contours. Je pourrais le haïr ou lui pardonner, et les deux chemins avaient une clarté. Mais ceci se limbe entre la gratitude et la fureur, était le genre d'endroit où je pouvais rester piégé pour toujours. Pendant que je me cachais, Ennio a agi. Je l'ai appris plus tard, par Giada, qu'il avait convoqué une réunion avec les alliés de la famille et avait officiellement présenté son intention de m'épouser comme solution à la dette. Il a transformé une affaire personnelle en une affaire politique et rendu la proposition publique et impossible à ignorer. Donna Silvia l'a soutenu. Severo est resté silencieux, le genre de silence qui, dans cette famille, signifiait un consentement déguisé en neutralité. En moins de 48 heures, ma vie était devenue un point à l'ordre du jour à une table où je n'avais jamais été invité. Ruggiero l'a appris, et sa réaction fut le genre de chose que l'on ne peut mesurer qu'au débris. Il n'a pas crié, il n'a pas convoqué de réunion, il n'a pas confronté Ennio en public. Au lieu de cela, il a fait ce que les hommes comme lui font quand la rage dépasse la surface. Il a agi en silence. Les contrats d'Ennio ont été annulés. Les hommes qui rendaient compte aux frères cadets ont été redirigés. L'accès aux comptes et aux contacts de la famille a été coupé un par un, avec la précision chirurgicale de quelqu'un qui démonte une machine pièce par pièce. La guerre entre les deux frères a cessé d'être personnelle.
Elle est devenue structurelle, et j'étais au centre de tout cela sans l'avoir choisi. La troisième nuit, je n'en pouvais plus. La rage avait changé de forme. Ce n'était plus celle qui paralyse, c'était celle qui vous pousse en avant. Je devais regarder Rogero dans les yeux et entendre de sa bouche, sans détour et sans silence, pourquoi il avait fait ce qu'il avait fait. J'ai conduit jusqu'au domaine des Cavour, la mâchoire serrée et la poitrine en feu. Il était dans le bureau, les mêmes papiers, mais quelque chose était différent. Le col de sa chemise déboutonné d'un cran de plus que son protocole ne le permettait, ses yeux portant le poids de quelqu'un qui n'avait pas dormi, et un verre de whisky près de sa main qui ne semblait pas être le premier. Quand je suis entré, il a levé les yeux et quelque chose a traversé son visage. Du soulagement peut-être, ou l'ombre de celui-ci avant que le masque ne se remette en place. « Tu as disparu », a-t-il dit. « Tu as menti », ai-je répondu, « pendant 7 ans. » Je n'ai pas menti, je n'ai pas dit. C'est la même chose quand le silence porte autant de poids. Il est sorti de derrière le bureau et s'est dirigé vers la fenêtre, le dos tourné. J'ai vu la tension dans ses épaules, la main qui se fermait à son côté, les doigts qui se serraient comme pour retenir quelque chose qui menaçait de s'échapper. « Pourquoi as-tu acheté la dette ?» ai-je demandé, et ma voix s'est sortie plus bas que je ne l'avais prévu, comme si la question était trop lourde pour être posée à un volume normal. Il sauta. « Pourquoi ?» Il s'est retourné et ce que j'ai vu sur son visage m'a coupé le souffle. Ce n'était pas la froideur calculée qu'il portait comme une armure. Ce n'était pas le calme imperturbable du chef des Cavour. C'était quelque chose de brisé, une fissure fine et profonde qui parcourait son sang-froid d'un côté à l'autre, comme une fissure dans un barrage sur le point de céder. Parce que si un autre homme l'avait acheté, a-t-il dit, sa voix rauque et les mots mesurés, comme si chacun lui coûtait quelque chose qu'il ne pouvait pas remplacer. Tu ne serais pas ici. Tu serais dans une maison que tu n'as pas choisie avec un nom que tu ne voulais pas, vivant une vie qui n'est pas la tienne. La phrase m'a frappé à la poitrine avec la force de quelque chose que je n'avais pas prévu. La vérité. Brute, sans vernis, sans le plaquage de protocole que la famille utilisait pour tout. J'ai senti mes yeux brûler et j'ai mordu l'intérieur de ma joue assez fort pour retenir les larmes, parce que je n'allais pas pleurer devant lui. Pas là, pas encore. Et ce que tu as fait était différent? Ai-je demandé, ma voix tremblant sur la dernière syllabe. Tu m'as gardé piégé sans que je le sache. Ce n'est pas de la protection, Rogero, c'est une autre cage. Le coup a porté. Je l'ai vu dans ses yeux, qui se sont fermés une seconde, et dans sa mâchoire, qui s'est verrouillée avec la force de quelqu'un qui mord une vérité qu'il ne peut pas avaler. Quand il a rouvert les yeux, la fissure était plus large. Le silence qui est tombé entre nous était du genre qui n'a pas besoin de mots, parce que les mots avaient déjà fait leur travail. Rogero a fait un pas vers moi, puis un autre. Je n'ai pas reculé, non pas parce que j'étais courageuse, mais parce que mon corps refusait de s'éloigner de lui. Même quand tout en moi criait qu'il le fallait, il s'est arrêté si près que j'ai senti sa chaleur traverser l'espace entre nous comme un courant. Puis lentement, il a incliné la tête jusqu'à ce que son front repose contre le mien. Ses yeux étaient fermés. Son souffle frappait mes lèvres, chaud et inégal, et j'ai senti l'odeur boisée de sa peau mêlée à quelque chose qui ressemblait à de l'épuisement, comme si garder ses distances pendant 7 ans lui avait coûté un prix que je n'avais jamais calculé. « Je sais », a-t-il murmuré, et ces 2 mots portaient tout ce qu'il n'avait jamais dit. Regret, désir, peur, abandon, tout compressé en 2 syllabes qui vibraient contre ma peau comme une confession. J'ai failli céder, failli lever la main et toucher son visage, failli fermer les yeux et laisser ce moment devenir autre chose, quelque chose que je voulais si fort que ça me faisait mal aux os. Mais avant que le presque ne puisse se transformer en quoi que ce soit, la porte s'est ouverte. La porte s'est ouverte sans avertissement. Tassilo s'est arrêté dans l'embrasure et ses yeux ont enregistré la scène. Les fronts qui se touchent, plus de distance, l'air assez épais pour être coupé au couteau, avec la vitesse silencieuse de quelqu'un qui a appris il y a longtemps à traiter ce qu'il voit sans réagir. Mais cette fois, il y avait quelque chose sur son visage que je n'avais jamais vu, l'urgence. « Patron », a-t-il dit, et sa voix n'avait pas son ton plat habituel. Elle était tendue, comme une corde étirée à sa limite. Ennio est dans le hall, il a amené un prêtre. Le monde s'est arrêté.
Rogero s'est éloigné de moi comme si les mots de Tassilo avaient été un coup de feu. Et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, une surprise authentique. Il a regardé Tassilo, puis moi, et la fissure sur son visage s'est refermée d'un coup, remplacée par quelque chose de plus froid, de plus dangereux et d'infiniment plus terrifiant. Ennio avait forcé le jeu. Il avait amené un prêtre et des témoins au manoir familial, prêt à formaliser un engagement avec moi devant tout le monde. Et Ruggiero, l'homme qui contrôlait tout, qui calculait chaque pas avant de le faire, qui n'était jamais pris au dépourvu, était acculé par son propre frère. J'ai regardé Ruggiero et pour la première fois depuis que je le connaissais, je ne pouvais pas lire ce qu'il allait faire. Il pouvait maintenir le protocole et me perdre, ou il pouvait tout briser et assumer ce qu'il ressentait. Et pendant qu'il décidait, je me tenais là, au milieu du bureau, réalisant que mon avenir venait d'être placé entre les mains de deux frères en guerre, et qu'aucun d'eux ne m'avait demandé ce que je voulais. Chapitre 5. Devant tout le monde, le hall du manoir Cavour était agencé comme une salle d'audience déguisée en cérémonie. Des chaises disposées en demi-cercle, des membres de la famille assis avec la raideur de gens qui savent qu'ils sont sur le point d'assister à quelque chose qui ne peut être défait. Et au centre de tout cela, debout avec un prêtre à ses côtés et le sang-froid répété de quelqu'un qui a passé des jours à coudre chaque détail de cette scène avant de lever le rideau, Ennio Cavour souriait comme si le monde était déjà d'accord avec lui et qu'il ne manquait plus que ma signature. Je n'avais pas été convoqué pour une cérémonie. Le message disait « Réunion formelle concernant la dette ». Et Tassilo l'avait livré personnellement à la porte de mon appartement à Palerme ce matin-là. Il s'était tenu dans le couloir 2 secondes de plus que nécessaire. L'enveloppe tendue entre nous comme quelque chose qu'il n'était pas sûr de devoir livrer. Il y avait quelque chose dans ses yeux, pas de l'hésitation. C'était plus spécifique que ça. C'était le regard de quelqu'un qui en sait plus qu'il n'en dit et qui a décidé d'en dire juste assez pour que sa propre conscience lui pardonne plus tard. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a seulement dit « Lisez-le attentivement ». Je pensais que c'était une formalité. Ce n'était pas le cas. J'ai mis quelque chose de sobre, j'ai relevé mes cheveux et j'ai conduit jusqu'au domaine en périphérie de Catane, les mains stables sur le volant et l'estomac noué, pensant que j'allais m'asseoir à une table avec des documents et entendre des termes que je pourrais accepter ou refuser avec la dignité de quelqu'un qui a le choix. Quand je suis entré dans le hall et que j'ai vu le prêtre avec son étole soigneusement ajustée, les chaises disposées comme un public, les visages tournés dans ma direction, avec l'attente de gens regardant une pièce dont ils connaissent déjà la fin, et le sourire poli d'Ennio brillant au centre de tout cela comme une vitrine, le sol a disparu sous mes pieds. Pas d'un coup, lentement, avec la douceur cruelle d'un piège conçu pour ressembler à une invitation. Donna Silvia occupait la chaise à droite du premier rang. La matriarche des Cavour était impeccable, comme toujours. Robe sombre, cheveux relevés, mains jointes sur ses genoux avec la sérénité d'une femme qui n'a jamais eu besoin d'élever la voix pour être obéie. La chevalière de la famille brillait à son doigt sous la lumière des bougies, le lion couronné avec le poignard entre ses crocs scintillant comme un rappel. Ce monde avait des règles, et ces règles n'avaient pas été écrites par des gens comme moi. Sa posture communiquait l'approbation, non pas avec enthousiasme, mais avec l'aisance de quelqu'un qui regarde l'ordre des choses se dérouler exactement comme il se doit. Ennio a fait 2 pas vers moi. Son sourire était chaleureux, accessible, et sa voix est sortie avec la douceur de quelqu'un offrant un cadeau qu'il avait passé des semaines à emballer. « Isotta » a-t-il dit, ouvrant les bras dans un geste qui semblait accueillant, mais qui fonctionnait comme une clôture. « Merci d'être venu. »« Je suis venu pour une réunion sur la dette, » ai-je répondu, et ma voix est sortie plus contenue que je ne l'avais prévu, parce que mon corps avait déjà reconnu le danger avant que mon esprit ne le rattrape. « Et c'est exactement ce que c'est, » a-t-il dit, se tournant vers la salle avec l'aisance d'un homme qui commande la scène et n'a aucune intention de la partager. Ennio a parlé avec l'éloquence de quelqu'un qui avait répété chaque virgule. Il a présenté le mariage comme la solution la plus honorable à une dette qui, selon lui, n'aurait jamais dû peser sur moi. Il a utilisé les bons mots, tradition, honneur, protection, union, et les a placés avec la précision d'un joaillier sertissant un collier. Chaque pièce inclinée pour capter la lumière au bon endroit pour convaincre. La dette de sang de mon père serait effacée par le lien matrimonial.
Je deviendrais membre de la famille Cavour de droit, avec des protections formelles. L'ombre que je portais depuis l'adolescence disparaîtrait dans une cérémonie qui, selon lui, pourrait avoir lieu dans les 30 jours. Ce que je propose est simple, a-t-il dit, s'adressant à la salle avec l'autorité d'un homme qui croit en son propre scénario. Le mariage efface la dette, aligne les intérêts et préserve la tradition qui a soutenu cette famille pendant des générations. Isotta cesse d'être la fille d'un débiteur et devient une épouse Cavour. La dette meurt, l'honneur vit. Donna Silvia a hoché la tête, le geste était petit, presque imperceptible pour quiconque ne comprenait pas le poids que portait chaque mouvement de cette femme. Mais j'ai compris, et ce hochement de tête était un verdict. La matriarche avait donné sa bénédiction, et dans le monde des Cavour, la bénédiction de Donna Silvia était la deuxième chose la plus puissante après le patron lui-même. J'ai regardé autour de moi. Chaque visage dans la pièce m'envoyait le même message, enveloppé de divers degrés de politesse, sauf « C'est juste, c'est attendu, c'est ce que font les femmes dans votre position. » Elles remercient pour la sortie qu'on leur offre et arrêtent de faire des histoires. Quelles sont les conditions? Ai-je demandé, car gagner du temps était la seule arme que j'avais pendant que le sol continuait de s'enfoncer. Ennio a répondu patiemment. Il a exposé les délais, les conditions, les formalités avec la cadence de quelqu'un lisant les clauses d'un contrat, et c'était exactement ça. Un contrat avec une robe blanche et un prêtre au lieu d'un notaire. Et si je refuse, ai-je demandé. La pièce est devenue plus silencieuse. Je ne pensais pas que c'était possible, mais l'air semblait s'épaissir, comme si chaque personne présente avait retenu son souffle en même temps. Ennio a incliné la tête avec la douceur de quelqu'un expliquant quelque chose d'évident à une personne qui, par courtoisie, fait semblant de ne pas comprendre. La dette reste, Isotta, et le détenteur actuel peut la recouvrer quand il veut, comme il veut. La menace était là, sous la soie de sa voix, tissée avec l'élégance qu'Ennio utilisait pour tout, y compris pour les choses qui auraient dû être dites avec la franchise qu'elles méritaient. Les membres de la famille ont échangé des regards, et je pouvais lire dans ces regards la même chose. La réponse avait déjà été décidée. J'étais la seule personne dans cette pièce à ne pas avoir encore compris que mon avis était décoratif. J'ai regardé la porte principale, la grande porte en bois sombre qui donnait sur le couloir central du manoir, par laquelle j'avais vu Rogero entrer et sortir des dizaines de fois au fil des ans, avec sa démarche lourde et l'expression d'un homme portant le monde sur ses épaules sans demander d'aide. La porte était fermée et il n'était pas là. Le vide qui s'est ouvert dans ma poitrine n'était pas de la surprise. C'était une confirmation. Le genre de douleur qui vient quand on s'attend au pire, qu'on espère avoir tort et qu'on découvre qu'on avait raison depuis le début. Rogero n'était pas venu. L'homme qui avait posé son front contre le mien et murmuré « Je sais ». L'homme qui avait acheté ma dette pour me protéger. L'homme qui avait traversé toute une salle de bal pour retirer ma main du bras de son frère. Cet homme n'était pas là, et son absence criait plus fort que tout ce qu'Ennio pouvait dire. J'ai ouvert la bouche sans savoir ce qui allait en sortir, si ce serait un non, une question, ou le genre de silence qui communique la défaite sans avoir besoin de mots. Le prêtre m'a regardé avec une compassion de devoir. Donna Silvia m'a regardé avec la patience de quelqu'un qui attend l'inévitable. Et Ennio m'a regardé avec la certitude calme de quelqu'un qui avait déjà gagné. C'est alors que la porte latérale s'est ouverte en grand. Pas littéralement, mais le fracas avec lequel elle a heurté le mur a eu le même effet. Giada a fait éruption dans le hall comme si le bâtiment était en feu, et qu'elle était la seule personne assez essayée pour courir dans la bonne direction. Ses cheveux sombres étaient lâches et sauvages, son souffle court, et ses yeux brûlaient d'une fureur qui n'apparaît que chez les gens qui aiment quelqu'un assez pour faire des choses irrationnelles sans une seconde de réflexion. Tassilo l'avait prévenu. Je l'ai su au regard que Giada a jeté vers la porte en traversant la pièce. Un rapide regard de reconnaissance, le genre que l'on donne à un complice. Et la réalisation m'a frappé au milieu de mon soulagement comme une pierre dans une chaussure. Le même homme qui m'avait remis l'invitation, sachant ce que je trouverais de l'autre côté, était l'homme qui avait appelé Giada pour qu'elle vienne me sauver. Il aurait pu me prévenir directement. Il aurait pu me dire la vérité à ma porte ce matin-là, au lieu de me laisser entrer dans cette pièce en pensant que je serais assise devant des documents. Mais il ne l'a pas fait. Il a choisi un chemin qui protégeait de mon ami, se protégeait lui-même, et me laissait entrer dans le piège les yeux bandés.
J'ai classé cela au même endroit où je gardais tout ce qui n'avait pas encore de sens, au fond de moi, avec patience, en attendant le moment où la pièce s'intégrerait dans une image que je ne pouvais toujours pas voir. Giada a ignoré tous les visages importants de cette pièce. Elle laisse passer devant des capitaines de territoire comme s'ils étaient des lampadaires. Elle a traversé devant Donna Sylvia sans baisser les yeux, et elle s'est arrêtée à côté de moi avec la solidité d'une forteresse construite de tissu vintage, d'une bouche sans filtre et d'une loyauté qu'aucune somme d'argent au monde ne pourrait acheter. Si tu dis oui à cette mascarade, a-t-elle murmuré à mon oreille, sa main agrippant mon bras assez fort pour laisser une marque, je te traînerai hors d'ici moi-même. Mes yeux ont brûlé. Le nœud dans ma gorge s'est resserré avec une force qui a failli me faire tomber. Pas de peur, pas de tristesse, de soulagement. Le soulagement dévastateur de découvrir qu'au milieu d'une pièce pleine de pouvoir et de protocoles, où mon nom était discuté comme une clause et mon avenir vendu aux enchères comme une marchandise, quelqu'un était venu pour moi. Pas par intérêt, pas par stratégie, pas par dette. Giada était là parce que j'étais à elle et qu'elle était à moi, de la manière la plus simple et la plus puissante dont deux personnes peuvent s'appartenir. Pas de bague, pas de contrat, rien que le choix de se présenter quand tout s'effondre. J'ai serré sa main en retour et puis la porte principale s'est ouverte. Rogero n'est pas entré en courant. Il n'a pas fait de discours. Il n'a pas annoncé son arrivée avec des mots ou de grands gestes. Il a simplement ouvert la porte et est entré. Et toute la pièce s'est réorganisée autour de lui comme si la gravité avait changé d'axe. Les membres de la famille ont redressé leur posture avant de se rendre compte qu'ils le faisaient. Le prêtre a fait un demi-pas en arrière, se pressant contre le mur avec l'urgence discrète de quelqu'un qui s'éloigne du centre de quelque chose qu'il ne comprend pas, mais que son corps reconnaît comme un danger. Donna Sylvia a plissé les yeux avec la précision d'une lame que l'on tourne à la lumière, mesurant, calculant, décidant si ce qu'elle voyait était une menace ou simplement de la désobéissance. Ennio est resté immobile et pour la première fois depuis que j'étais entré, son sourire a vacillé sur les bords. Rogero ne m'a pas regardé. Il n'a pas regardé sa mère, ni le prêtre, ni les chaises pleines d'hommes importants qui prétendaient être là par tradition et non par curiosité. Il a marché droit vers son frère et s'est arrêté devant lui avec moins d'1 mètre entre eux, et la différence entre les deux n'avait jamais été aussi visible. Les deux frères se sont regardés dans les yeux, et le silence entre eux était du genre qui précède les choses qui ne peuvent être reprises une fois dites. Ennio a soutenu le regard, et j'ai reconnu le courage que cela exigeait, car regarder Ruggiero Cavore dans cet état, c'était comme fixer un incendie et faire confiance au mur qui vous sépare de lui. Ruggiero a parlé à voix basse, mais le silence dans le hall était si absolu que chaque syllabe a atteint les oreilles de chaque personne présente, comme s'il avait crié du centre d'une place vide. Elle ne t'épousera pas. La dette est à moi. La décision est à moi. Et la réponse est non. Personne n'a respiré. J'ai vu Donna Sylvia agripper le bras de son fauteuil avec la force de quelqu'un qui retient son propre sang-froid. J'ai vu Severo fermer les yeux une seconde, le geste minimal d'un homme qui entend la première fissure d'un effondrement et sait déjà qu'il ne sert à rien de courir. J'ai vu le prêtre regarder la porte avec l'expression transparente de quelqu'un qui calcule la distance jusqu'à la sortie la plus proche et conclut qu'elle est trop loin. Ennio n'a pas perdu le sourire, mais sa texture a changé de cordiale à tranchante, de chaude à acérée, comme une lame retournée sur le fil qui coupe. La réponse lui appartient, frère, a-t-il dit, tournant son corps dans ma direction avec un geste ouvert et théâtral, comme s'il rendait quelque chose que Ruggiero avait essayé de prendre. Ils m'ont tous les deux regardé, toute la pièce m'a regardé, et j'ai senti le poids de ses regards comme du plomb. Sur mes épaules, sur ma poitrine, sur mes jambes, sur chaque centimètre de mon corps qui voulait céder et s'asseoir et laisser quelqu'un d'autre décider, parce que ce serait tellement plus facile. Ce serait tellement plus simple de dire oui, de signer le papier, de prendre le non et de laisser le courant m'emporter où il voudrait. C'était ce que tout le monde dans cette pièce attendait. C'était ce que la tradition exigeait. C'était ce que les femmes dans ma position avaient fait depuis que ce monde existait. Remercier pour la sortie et fermer leur bouche. Giada a serré ma main, une pression courte et ferme qui ne demandait rien et offrait tout. Je suis ton ancre. Tu n'es pas seul. Fais ce que tu as à faire.
J'ai regardé Ennio, l'homme qui m'offrait une sortie qui était une prison avec un joli nom, qui a transformé ma dette en monnaie et mon corps en garantie. Il m'a regardé en retour avec quelque chose qui, dans un autre contexte, aurait pu passer pour de l'affection sincère, mais là, dans cette pièce mise en scène comme un théâtre, ce n'était qu'un autre outil au service d'une ambition qu'il cachait derrière la courtoisie. Et j'ai regardé Rogero. Il se tenait à 3 mètres de moi avec la même posture que toujours, mais il y avait quelque chose dans ses épaules que je n'avais jamais vu. Une tension qui n'était pas de l'autorité. C'était de l'attente. Mais ses yeux étaient indifférents. Il n'y avait pas d'ordre en eux, pas de calcul, pas de froideur blindée que je connaissais si bien que je l'avais confondu avec de l'indifférence pendant des années. Ce qu'il y avait là, c'était quelque chose qui m'a enlevé le sol sous les pieds d'une manière différente de tout ce que j'avais ressenti dans cette pièce. De la vulnérabilité, brute, exposée, sans défense. La terreur silencieuse d'un homme qui, pour la première fois de sa vie, ne contrôlait pas une situation. Il s'y était abandonné. Il attendait, et l'attente lui coûtait plus que n'importe quelle bataille qu'il avait jamais menée. Ruggiero Cavour, le patron, le nom, l'homme qui intimidait des salles entières sans ouvrir la bouche, se tenait devant moi, la poitrine ouverte et sans armure, attendant que je décide de son sort d'un seul mot. Et dans ce renversement de pouvoir absurde et impossible, j'ai compris quelque chose qu'il savait peut-être depuis longtemps, que l'amour n'est pas le contraire du contrôle, c'est son abandon. J'ai pris une profonde inspiration. L'air est entré dans mes poumons comme si c'était le premier depuis des heures, et il a apporté avec lui une clarté que je n'avais pas attendue. Nette, propre, sans la rage qui m'avait soutenu jusqu'alors, et sans la peur qui m'avait paralysé avant cela. Ce qui restait était quelque chose de plus simple et de plus fort que l'un ou l'autre. La certitude. Je savais qui j'étais. Je n'étais pas une monnaie. Je n'étais pas une clause. Je n'étais pas la fille d'un débiteur, ni une pièce dans un jeu que deux frères se disputaient comme si j'étais un territoire à conquérir. J'étais Isota Ferry, une femme qui restaurait des choses que d'autres avaient laissé se briser, qui tenait sa propre dignité à main nue, et qui se tenait seule au centre d'une pièce pleine d'hommes puissants, qui n'avaient aucune idée de quoi faire avec quelqu'un qui refusait de rentrer dans l'espace qu'ils lui avaient réservé. La dette de mon père ne m'appartient pas, ai-je dit, et ma voix s'est sortie stable d'une manière qui m'a surprise, comme si les mots avaient des racines plus profondes que je ne le savais, nourris par 24 ans de silence avalé et de dignité maintenue de force. Et je ne suis la monnaie d'échange de personne. La pause qui a suivi était la mienne. Je l'ai construite et je l'ai tenue en l'air aussi longtemps que j'en avais besoin, parce que c'était le premier moment de ma vie où le silence dans cette pièce m'appartenait, et je ne le rendrai pas avant d'être prête. Mais si je dois être avec quelqu'un, ai-je continué, et j'ai tourné mes yeux vers Ruggiero, ce sera avec qui je choisis, à mes conditions, pas les vôtres. Toute la salle a retenu son souffle. J'ai soutenu le regard de Ruggiero, ses yeux sombres qui m'avaient évité pendant des années et qui me regardaient maintenant comme si j'étais la seule chose au monde qu'il ne pouvait supporter de perdre, et j'ai dit d'une voix assez basse pour être intime et assez stable pour être non négociable. À mes conditions, Ruggiero. Il m'a regardé pendant un laps de temps qui semblait contenir tout ce que nous n'avions pas dit. Et quand il a répondu, sa voix était rauque, bassiste, et portait le poids d'un abandon qui lui avait coûté plus que n'importe quelle guerre. À tes conditions. Chapitre 6, ce qui restait. Après que la pièce n'ait pas explosé, il n'y a pas eu de cris, pas d'applaudissements, pas de réaction dramatique du genre que les moments décisifs semblent exiger. Ce qui s'est passé était plus silencieux et plus dévastateur, un recalibrage. Chaque personne présente traitant en temps réel ce qu'elle venait de voir. Le chef de la famille Cavour, l'homme qui ne pliait pas, ne cédait pas et ne négociait pas ses propres termes, venait d'accepter les termes d'une femme qui, selon les règles de ce monde, n'aurait pas dû avoir voix au chapitre. Donna Silvia s'est levée. Le mouvement était lent, contrôlé, avec l'économie de geste d'une femme qui avait passé sa vie à mesurer chaque action par l'impact qu'elle provoquerait. Elle ne m'a pas regardé. Elle n'a pas regardé Ruggiero. Elle a marché vers la sortie avec son élégance tranchante habituelle et son dos droit comme à une lame, et chaque pas qu'elle faisait sur le sol en marbre sonnait comme une sentence reportée, non annulée.
Ennio a avalé l'humiliation avec une mâchoire serrée et des yeux vidés de tout sauf de calcul. Le sourire avait disparu, et ce qui restait à sa place était l'expression nue d'un homme qui avait perdu une bataille et qui redessinait déjà la carte pour la suivante. Il a ajusté le poignet de sa chemise d'un geste mécanique, a fait un signe de tête au prêtre comme on congédie un prestataire de service, et est parti par la porte latérale sans regarder en arrière. La façon dont il est parti m'a glacé plus que tous les mots qu'il aurait pu dire, car la colère, j'aurais su y faire face. Le silence calculé d'Ennio était autre chose. Severo a relâché le souffle qu'il semblait avoir retenu pendant toute la scène. Il a regardé Ruggiero, puis moi, et sur le visage âgé du conciliaire est apparu quelque chose que je ne m'attendais pas à voir. Du soulagement, discret, presque embarrassé de lui-même. Mais là, dans les coins de ses yeux, dans le relâchement de ses épaules, dans la façon dont il a posé ses deux mains sur sa canne et a respiré profondément, comme un homme qui vient de voir un navire traverser une tempête sans couler. Quand la pièce fut vide, Giada m'a serré dans ses bras. Ce n'était pas une étreinte douce, c'était le genre qui vous renverse, qui serre trop fort, qui vous écrase les côtes et force l'air de vos poumons avec tout ce que vous aviez retenu. J'ai senti ses épaules trembler et j'ai réalisé qu'elle pleurait avant moi, ce qui, connaissant Giada, était parfaitement logique, car elle ressentait toujours mes émotions avec une intensité que je ne me permettais pas. Tu viens de dire non à une famille entière, a-t-elle murmuré contre mon épaule, sa voix étranglée et la fierté débordant de chaque syllabe humide. Je n'ai jamais été aussi fier. J'ai ri un rire court, tremblant, humide, qui est sorti plus comme un soulagement que de la joie, parce que la joie était trop complexe pour tenir dans ce moment. Elle viendrait plus tard, en morceaux, quand j'aurais le temps de comprendre l'ampleur de ce que j'avais fait. J'ai pris son visage entre mes mains et j'ai dit « Merci d'être venu ». Toujours, a-t-elle répondu, avec cette simplicité féroce qui faisait de Giada la personne la plus importante de ma vie, avant tout Cavour, avant toute dette, avant tout homme qui pensait que son amour était le centre de mon histoire. Giada s'est éloignée, essuyant ses yeux avec le dos de sa main, a marmonné quelque chose sur le besoin d'une bouteille entière de vin et d'un mois de vacances quelque part sans Italien dangereux, et est parti par la porte latérale avec la dignité imparfaite et magnifique de quelqu'un qui pleure en public et n'en a pas honte. Et je suis resté là, debout au centre d'un hall vide qui sentait les bougies éteintes et les décisions irréversibles, avec le son de mon propre cœur dans mes oreilles, et la sensation étrange que le sol sous moi, pour la première fois depuis longtemps, était le mien. Ruggiero s'est approché, non pas avec la démarche longue et dominante de quelqu'un qui traverse les pièces comme il conquiert des territoires, mais avec des pas plus lents, plus prudents, comme si l'espace entre nous était fragile et que tout mouvement brusque pouvait briser ce que nous venions de construire. « Tu es venu, ai-je dit, et ma voix est sortie plus douce que je ne l'avais prévu, comme si le soulagement de le voir là avait dissous la dernière couche d'armure que je portais encore. J'ai failli ne pas venir, a-t-il répondu, et l'honnêteté brute de cette phrase m'a frappé plus fort que n'importe quel mensonge confortable ne l'aurait fait. Pourquoi? Il s'est arrêté devant moi, assez près pour que je sente sa chaleur irradier à travers l'espace entre nous, assez loin pour que la distance signifie encore quelque chose, le dernier centimètre d'une fierté qu'il apprenait à abandonner, parce que venir signifiait choisir, et choisir signifiait perdre des choses que j'ai passé toute ma vie à construire et à protéger. Ses yeux ont parcouru mon visage avec l'attention lente de quelqu'un qui mémorise quelque chose qu'il a peur de perdre. Mais rester à l'écart signifiait te perdre, et j'ai découvert, en me tenant devant cette porte, qu'il n'y a rien de ce que j'ai protégé qui vaille cela. L'air entre nous a changé de texture, la tension qui avait soutenu cette pièce, la tension politique, familiale, publique, s'est dissoute comme de la fumée, et à sa place est resté quelque chose de plus dangereux et de plus silencieux. L'électricité qui avait existé entre Ruggiero et moi depuis le début, qui n'avait pas besoin d'un public pour vibrer, et que ni l'un ni l'autre n'avions réussi à éteindre malgré tous nos efforts. Je n'ai pas répondu avec des mots. Je n'en avais pas besoin, car pour la première fois depuis que je connaissais Ruggiero Cavorei, nous étions au même endroit, non pas à cause de la dette, non pas à cause de l'obligation, non pas à cause du protocole, mais par choix, le sien et le mien, imparfait, terrifiant et absolument nôtre.
Nous sommes sortis ensemble par la porte principale. La nuit sicilienne était chaude, avec cette chaleur dense qui colle à la peau et transporte l'odeur du jasmin des jardins et le sel que le vent apporte de la mer au loin. Les lumières du domaine parsemèrent les collines comme des lucioles épinglées au sol, et le son étouffé des voix à l'intérieur du manoir arrivait comme l'écho d'un monde qui se réorganisait encore après ce qui s'était passé. Nous avons marché côte à côte dans le jardin éclairé par des torches bosses, et le silence entre nous était différent de tous ceux que nous avions partagés. Ce n'était pas le silence qu'il utilisait comme un mur. Ce n'était pas le silence que j'utilisais comme un bouclier. C'était un silence qui nous appartenait à tous les deux, encore incertain, encore plein de choses qui devaient être dites, mais pour la première fois sans le poids d'un mensonge qui maintenait tout en place, jusqu'à ce qu'il s'arrête. Il s'est tourné vers moi, et la lumière d'une torche voisine a éclairé la moitié de son visage, laissant l'autre moitié dans l'ombre, ce qui, à bien y penser, était l'image la plus honnête de Ruggiero Cavour que l'on puisse avoir. « Tu veux savoir la vérité ?» a-t-il demandé, et il y avait quelque chose dans sa voix que je n'avais jamais entendu auparavant. De la peur. Pas la peur d'un homme qui affronte des ennemis ou négocie des territoires. La peur d'un homme qui est sur le point de se mettre à nu devant quelqu'un et ne sait pas si ce qu'elle verra sera suffisant. Toute la vérité. La brise chaude est soissée entre nous, emportant l'odeur des citronnières du jardin et balayant les derniers vestiges du hall, du prêtre, des chaises et des règles. Je l'ai regardé, ses yeux sombres qui m'avaient ignoré pendant 7 ans et qui me regardaient maintenant comme si j'étais la réponse à une question qu'il avait peur de poser, et j'ai répondu avec la seule chose que je lui avais demandé depuis le début et qu'il ne m'avait jamais donnée. C'est la seule chose qui a manqué. Chapitre 7. Le silence qui parle. Le domaine des Cavour avait une terrasse que je n'avais jamais vue de nuit. Elle se trouvait du côté est du manoir, suspendue au-dessus d'une douce pente d'olivier qui descendait jusqu'au point où la terre finissait et la mer commençait. Et de là, on pouvait voir la côte de Catane briller au loin comme une constellation tombée du ciel. Ruggiero m'y a conduite en silence, en montant un escalier de pierre étroit qui semblait construit pour une seule personne à la fois, ce qui signifiait qu'il passait en premier et que je suivais. Et pendant ces 30 marches, j'ai eu le temps de regarder en arrière et de penser que c'était l'homme qui venait de me choisir au détriment de sa propre famille, et que je ne savais toujours pas quoi faire de l'ampleur de ce geste. La terrasse était simple, vieille pierre, un muret couvert de mousse, 2 chaises en fer qui semblaient être là depuis avant la naissance de tout Cavoré. La lune presque pleine baignait tout d'une lumière bleutée qui donnait à l'endroit un air hors du temps. Ruggiero s'est appuyé contre le mur avec ses 2 mains et a fixé la mer. Je me tenais un pas derrière lui, les bras croisés sur ma poitrine, et mon cœur battant à un rythme que je ne pouvais pas ralentir. Le silence entre nous était épais, mais pas hostile. C'était le genre de silence qui se produit lorsque 2 personnes savent que les prochains mots changeront tout et qu'aucune ne veut parler en premier. Il l'a fait. Quand j'ai acheté la dette, il y avait 3 hommes en compétition pour le droit de la recouvrer, a-t-il dit, sans quitter la mer des yeux. Sa voix était basse, dépouillée de l'autorité que j'avais l'habitude d'entendre, comme s'il avait enlevé le costume et qu'il ne restait que ce qu'il y avait en dessous. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas interrompu. 2 d'entre eux t'auraient utilisé comme paiement. Sa mâchoire s'est crispée sur le mot paiement, comme s'il avait un goût de poison. Le 3e aurait vendu la dette au Ferrante, la famille qui contrôle le port de Messine et qui ne fait pas la distinction entre les gens et la marchandise. Ils auraient fait la même chose. Je sais déjà que tu l'as acheté, ai-je dit. Ce que je ne sais pas, c'est pourquoi tu as disparu après. Il s'est tourné vers moi et le clair de lune a éclairé tout son visage. Parce que si quelqu'un découvrait ce que je ressentais pour toi, il s'en servirait. La phrase est tombée entre nous comme une pierre jetée dans une eau calme. J'ai senti ces ondulations se propager en moi, touchant des endroits que j'avais scellés il y a des années. « Tu t'es éloigné », ai-je répété, et ce qui est sorti de ma voix n'était pas une question. C'était une accusation. Ces mots flottaient encore dans l'air. Un sentiment est une information. Une information est une arme. J'ai tout entendu, tout enregistré, et pourtant leur signification a mis du temps à percer la couche de colère et de fierté blessée que j'avais construite comme protection contre cet homme précisément. « Alors tu m'as ignoré, ai-je dit.
Pendant 7 ans, pour me protéger, pour te garder en vie. Et tu pensais que c'était suffisant? Ma voix s'est brisée sur la dernière syllabe et j'ai détesté qu'elle se brise, parce que je ne voulais pas qu'il voie l'étendue des dégâts. Mais la fissure était déjà là, exposée, et il ne servait à rien de faire semblant. Tu pensais que me garder en vie et me garder invisible, c'était la même chose? Ruggiero n'a pas répondu tout de suite. Il est resté là, me regardant avec une intensité que je sentais sur ma peau comme de la chaleur. Et j'ai vu dans ses yeux quelque chose qui m'a désarmé plus que tous les mots. Il savait. Il savait qu'il avait eu tort. Il savait que sa protection m'avait coûté 7 ans de doute, de solitude, de nuits passées éveillées à me demander ce qui n'allait pas chez moi pour que cet homme me regarde comme si j'étais de l'air. Il savait tout cela, et le poids de cette connaissance était gravé sur lui comme une blessure ouverte. Chaque fois que je t'ai ignoré, a-t-il dit, sa voix si basse que j'ai dû me pencher pour entendre. Je suis revenu sur cette terrasse et je suis resté ici, à regarder la mer, en pensant qu'un jour, quand le monde autour de moi serait assez sûr, je te dirai tout. Je te trouverai, je te regarderai dans les yeux, et je te dirai que chaque silence était un choix qui m'a coûté plus que n'importe quelle guerre que j'ai menée. La brise chaude a soulevé une mèche de mes cheveux et l'a jetée sur mon visage. Avant que je puisse l'écarter, la main de Ruggiero s'est déplacée lentement, comme si elle demandait à son propre corps la permission de faire quelque chose qu'il s'était interdit pendant des années. Ses doigts ont touché la mèche et l'ont glissé derrière mon oreille avec une douceur qui ne correspondait pas à la taille de ses mains, et le contact de sa peau sur la mienne a allumé quelque chose à la base de ma colonne vertébrale qui est monté comme un courant électrique jusqu'à l'arrière de mon cou. Il n'a pas retiré sa main. Ses doigts sont descendus le long de mon visage, suivant la ligne de ma mâchoire, avec une lenteur qui semblait délibérée, comme s'il cartographiait quelque chose qu'il avait mémorisé à distance pendant des années et qu'il pouvait enfin toucher. Son pouce s'est arrêté au coin de ma bouche et la pression était si légère que j'aurais presque pu prétendre qu'elle n'était pas là. Presque. J'ai perdu 7 ans, ai-je dit, et ma voix est sortie en un filet que je reconnaissais à peine comme le mien. 7 ans qui auraient pu être les nôtres. Je sais, je pensais que tu ne me voyais pas. J'ai tout vu, a-t-il répondu, et le poids de cette phrase m'a frappé comme une vague. J'ai vu quand tu arrivais aux Balls et que tu faisais semblant de ne pas me chercher. J'ai vu quand tu riais avec d'autres personnes et que le sourire n'atteignait pas tes yeux. J'ai vu quand tu partais tôt parce que tu ne supportais pas d'être dans la même pièce que moi sans que je te regarde. J'ai vu chaque moment Ota et chaque moment m'a détruit un peu. La colère n'a pas disparu, mais elle a changé de forme. Elle a cessé d'être la colère sèche et tranchante de quelqu'un qui a été rejeté et est devenu quelque chose de plus complexe, de plus profond et d'infiniment plus douloureux. La colère de quelqu'un qui réalise que le temps perdu ne revient pas, que les années gâchées ne peuvent être réécrites, et que l'homme qui se tenait devant elle avait souffert autant qu'elle, mais en silence, parce que le silence était la seule langue qu'il connaissait pour dire « je t'aime » sans la mettre en danger. Ne m'ignore plus jamais, ai-je dit, et ce n'était pas une demande. C'était la condition, la ligne que je traçais sur le sol entre nous, avec chaque once d'autorité que j'avais et qu'il avait, quelques minutes plus tôt, accepté devant une salle entière. Plus jamais, a-t-il répondu, et les deux mots ont vibré dans l'air avec la gravité d'un serment. J'aurais dû dire quelque chose de plus, j'aurais dû poser plus de questions, exiger plus de réponses, prolonger la conversation, jusqu'à ce que chaque ombre des 7 dernières années ait été éclairée, examinée et comprise, mais mon corps n'obéissait plus à la raison. Mon corps obéissait à la chaleur de sa main toujours sur mon visage, à la proximité qui était devenue insupportable d'une manière qui n'était pas de la douleur. C'était le contraire de la douleur. C'était de la gravité de deux personnes qui s'étaient résistées trop longtemps et qui maintenant, enfin, étaient trop fatiguées pour continuer à se battre. Il m'a embrassé ou je l'ai embrassé. Je ne pourrais pas dire qui a bougé en premier, car la distance entre nous s'est refermée comme quelque chose qui aurait dû se produire bien avant. Pas avec urgence, pas avec désespoir, mais avec la lente inévitabilité de quelque chose qui avait été écrit et que nous avions tous les deux passé des années à essayer d'effacer sans y parvenir. Sa bouche a trouvé la mienne avec une douceur qui m'a surprise, car je m'attendais à de la force, à la même intensité implacable
qu'il appliquait à tout dans sa vie, mais ce n'était pas ça. C'était de l'abandon. C'était la bouche d'un homme qui avait enfin cessé de se battre contre la seule chose qu'il n'avait jamais pu contrôler. Sa main a glissé de mon visage à l'arrière de mon cou et ses doigts se sont entrelacés dans mes cheveux avec une fermeté qui m'a fait pencher la tête en arrière. Le baiser a changé. Il a gagné en poids, en chaleur, en ce genre de faim qui naît quand on se refuse quelque chose pendant des années et que le barrage finit par céder. Je l'ai goûté, chaud, et portant une trace de vin qu'il avait dû boire avant d'entrer dans cette hall pour faire la chose la plus courageuse que j'ai jamais vu un homme faire. Ses mains sont descendues à ma taille et m'ont tiré contre son corps, et l'impact, papette, la chaleur solide de sa poitrine contre la mienne, la force des bras qui m'enveloppaient, l'odeur boisée de sa peau remplissant chaque respiration, m'ont déséquilibré d'une manière qui n'était pas physique. C'était comme si le sol avait disparu et que je tombais, mais la chute était en lui. Il m'a pressé contre le mur de la terrasse et la pierre froide dans mon dos contrastait avec la chaleur torride de son corps d'une manière qui m'a arraché un son, bas, involontaire, s'échappant de ma gorge avant que je puisse l'arrêter. Ruggiero a fait une pause. Il a retiré sa bouche de la mienne d'1 centimètre, juste assez pour me regarder dans les yeux avec une intensité que je sentais dans mes os. « Si tu veux arrêter, a-t-il dit, sa voix rauque et sa respiration inégale, dis-le maintenant, parce que bientôt je ne pourrai plus. » Je l'ai regardé, ses yeux qui m'avaient évité pendant 7 ans et qui me regardaient maintenant avec une faim qui n'était pas seulement physique. Elle était existentielle. Le regard d'un homme qui a trouvé la seule chose au monde qui ait un sens et qui est terrifié qu'elle puisse disparaître. J'ai attendu 7 ans, ai-je répondu, ma main sur sa poitrine, sentant son cœur battre sous ma paume avec une violence qui contredisait chaque seconde de contrôle qu'il prétendait avoir. Ne me demande pas d'arrêter maintenant. Le son qu'il a produit n'était pas un mot. C'était quelque chose entre le soulagement et l'abandon, un son qui a grondé dans sa poitrine et que j'ai senti contre ma main avant qu'il ne m'embrasse à nouveau. Cette fois sans la douceur d'avant. Sa bouche a réclamé la mienne avec une urgence qui m'a poussé plus fort contre le mur et ses mains ont parcouru mon dos avec une fermeté qui était à la fois un ordre et une supplication. J'ai agrippé ses épaules, larges, tendues, vibrant de l'effort d'un homme qui se retenait et en même temps refusait de s'arrêter, et j'ai tiré son corps contre le mien, parce que chaque millimètre de distance entre nous était inacceptable. Sa main a trouvé la bretelle de ma robe et l'a fait glisser de mon épaule avec une lenteur qui était une torture. Des doigts rugueux contre ma peau, chaque fibre de lui retenue par une volonté qui s'épuisait. J'ai senti sa bouche descendre le long de mon cou, chaude et lente, traçant un chemin de feu contenu qui a enflammé chaque nerf. Ses lèvres effleuraient, pressaient et se retiraient dans une danse précise, explorant la courbe sensible de ma gorge, s'attardant là où le pouls battait le plus fort, comme s'il voulait mémoriser le rythme effréné de mon sang. Son souffle sur ma peau m'a fait cambrer mon corps contre le sien d'une manière que je ne contrôlais pas et que je n'essayais pas de contrôler. Ses lèvres se sont arrêtées à la courbe où mon cou rencontrait mon épaule et il est resté là, respirant contre ma peau, les mains fermes sur ma taille et tout son corps pressé contre le mien avec une intensité que je sentais à chaque point de contact. Ses hanches ont bougé contre les miennes dans un rythme lent et délibéré, une pression subtile et constante qui envoyait des vagues de chaleur profonde à travers mon ventre, une friction voilée qui promettait plus sans jamais précipiter le moment. Chaque mouvement était mesuré, comme s'il voulait prolonger la découverte, permettant à nos corps de s'apprendre à travers les fines couches de tissu qui nous séparaient encore. Pendant tout ce temps, a-t-il murmuré contre ma peau, et les mots ont vibré comme une confession. Pendant tout ce temps à me tenir loin de toi, je ne savais pas qu'il était possible que quelqu'un qui ne m'a jamais appartenu me manque à ce point. J'ai fermé les yeux et j'ai passé mes doigts dans ses cheveux, sentant la texture sous mes mains et la chaleur de son cuir chevelu et la façon dont il a incliné la tête vers mon contact, comme si ce petit geste était la chose la plus importante que quelqu'un ait jamais faite pour lui. Et j'ai pensé que c'était l'homme le plus puissant de Sicile, l'homme qui faisait taire des salles entières d'un regard, et il était là, la bouche sur mon cou et son corps tremblant contre le mien, complètement défait par une restauratrice d'art qu'il avait fait semblant de ne pas avoir pendant toutes ces années. L'abandon n'a pas été brusque. C'était une marée,
lente, inévitable, chaque vague plus haute que la précédente, chaque contact dissolvant une couche de résistance qui n'avait plus aucune raison d'exister. Ce n'était pas explicite, c'était chargé, le genre d'intensité qui n'a pas besoin de nudité pour être dévastatrice, qui vit dans les presque, dans les gestes interrompus par des respirations hésitantes, dans la pression des doigts qui en demandent plus sans dire un mot. Quand le monde est revenu au point, j'appuyais mon front contre sa poitrine, écoutant le cœur de Rogero à un rythme qui ne s'était pas encore calmé. Il me tenait avec ses deux bras, serré contre son corps comme si j'étais la seule chose solide dans un monde qu'il venait de démanteler de ses propres mains. La brise marine est passée sur nous, transportant du sel et du silence, et les lumières de Catène continuaient de briller au loin, indifférentes au fait que deux personnes sur la terrasse d'un manoir sicilien venaient de réécrire leur propre histoire. Ne m'ignore plus jamais, ai-je dit, contre le tissu de sa chemise, sentant la vibration de sa voix dans sa poitrine avant de l'entendre. Plus jamais, a-t-il répondu, et cette fois, la promesse n'était pas que des mots. C'était le resserrement de ses bras autour de moi, sa bouche sur le sommet de ma tête, la façon dont il a respiré profondément et m'a tiré plus près, comme si plus près était une distance qui pouvait encore se réduire. Nous sommes restés là jusqu'à ce que le vent se rafraîchisse et que la lune change de place dans le ciel. Il me tenait comme si j'étais la seule chose réelle dans un monde fait d'alliances, de trahisons et de règles qui existaient pour s'assurer que les hommes comme lui n'obtenaient jamais ce qu'ils voulaient vraiment. Et je me suis laissé tenir, pour la première fois sans résistance, sans armure, sans le besoin féroce de prouver que je n'avais besoin de personne, parce qu'avoir besoin de lui ne me diminuait pas. Cela me complétait d'une manière que j'avais passé toute ma vie à prétendre qu'elle n'existait pas. Chapitre 8. L'ombre du matin. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans la chambre de Rogero. Il n'était pas dans le lit. Je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé les jardins baignés de lumière matinale. Tout semblait réglé. La dette expliquée, le choix fait, le silence remplacé par quelque chose qui ressemblait à la vérité. Mais quand mes yeux ont dérivé vers le coin du jardin près du mur de pierre, j'ai vu quelque chose qui ne cadrait pas. Tassilo était là, parlant à un homme que j'ai reconnu comme l'un de ceux qui gravitaient autour d'Ennio au bal. La conversation semblait calme, amicale même, et c'était exactement ce qui me dérangeait. Tassilo n'aurait pas dû parler à l'un des hommes d'Ennio. Pas comme ça. Pas avec ce genre d'aisance. Je suis resté immobile à la fenêtre, à regarder. Puis Tassilo a levé les yeux, m'a vu et a détourné le regard trop vite. Le genre de regard qui n'est pas une coïncidence. C'est de la culpabilité ou de la peur ou quelque chose qui vit dans l'espace entre les deux. L'homme d'Ennio est parti par la porte latérale. Tassilo s'est dirigé vers le manoir sans regarder en arrière. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas appelé Rogero. Je ne suis pas descendu pour confronter Tassilo. Je suis resté là, les doigts agrippant le rebord de la fenêtre et mon cœur battant à une fréquence qui n'était plus celle de l'amour de la nuit précédente. C'était quelque chose de plus ancien, de plus primal. L'instinct de quelqu'un qui a grandi dans l'ombre d'un monde où rien n'est tout à fait ce qu'il semble être. La paix était réelle. L'amour était réel. Ce que j'avais ressenti sur la terrasse dans les bras de Rogero, avec sa voix vibrant contre ma peau comme une confession, tout cela était réel. Je le croyais avec la même certitude que je croyais en mon propre nom. Mais j'étais aussi la fille d'un homme qui est mort d'endetté. J'avais grandi en apprenant que la confiance est la première chose qu'on vous prend quand le monde décide de se faire payer et que la paix dans cet univers n'est jamais un état. C'est un intervalle, un espace entre deux coups où les gens prennent une profonde respiration et prétendent que le prochain ne viendra pas. J'ai regardé le jardin vide, le banc de pierre où Tassilo se tenait quelques secondes auparavant, et j'ai pensé que c'était peut-être le vrai coup d'aimer quelqu'un comme Ruggiero Cavore. Pas le danger, pas les dettes, pas les ennemis, mais l'impossibilité de regarder une belle matinée sans chercher par un instinct l'ombre qu'elle cache. Léna ici. Ceci conclut le livre 1 et j'ai déjà terminé le livre 2. Vous pouvez y accéder pour une somme modique. La paix a duré 3 semaines. 3 semaines à dormir à côté de l'homme le plus dangereux de Sicile, jusqu'à ce qu'il recommence à fermer les portes à clé, à parler à voix basse et à me regarder avec ce regard. Celui qui dit qu'il est sur le point de me laisser à nouveau dans le noir. La 4e semaine, je me suis réveillé dans un lit froid, avec un homme armé à la porte de la chambre.
Ruggiero était parti au milieu de la nuit pour faire quelque chose que je n'avais pas le droit de voir. Puis une photo est apparue sur mon téléphone, vieille, délavée. Le visage de mon père souriant à côté de quelqu'un qui n'aurait pas dû être là. Et en dessous, une seule ligne. Demande à ton mari ce qui s'est passé cette nuit-là. La guerre n'était pas terminée. Elle avait changé de camp, et le secret était le sien. Comme vous pouvez le voir, ce n'était qu'un petit avant-goût du livre 2. Pour regarder la version complète non censurée, il suffit de cliquer sur le premier lien dans le commentaire épinglé. Je vous retrouve de l'autre côté dans quelques secondes. Juste un rappel, cliquez sur ce premier lien dans les commentaires et le livre 2 complet, sans publicité et sans interruption, vous attendra. C'est aussi simple que ça. J'adore travailler sur le livre 2. Et comme vous l'aimez aussi, je promets qu'il y en aura d'autres. C'est ici que vous trouverez des histoires encore plus torrides, de la vraie dark romance. Et parce que cette version devient beaucoup plus épicée, la vidéo ne serait pas bien reçue publiquement sur YouTube. Cet espace privé est l'endroit où je peux vraiment montrer ma vraie nature et où je me sens libre de faire mon meilleur travail pour vous tous. Gardez à l'esprit que la chaîne a été démonétisée. C'est donc un moyen pour moi de garder mon équipe et de continuer à vous apporter des histoires de haute qualité. J'aurai encore plus de nouvelles pour vous bientôt. Je vous attendrai sur ce premier lien dans le commentaire épinglé. Malheureusement, de nombreuses personnes ont téléchargé notre audio, copiant ainsi l'intégralité de l'histoire et la republiant simplement sur YouTube. Si vous voulez regarder l'histoire originale et être les premiers à recevoir les suivantes, recherchez mes histoires sur YouTube pour obtenir le meilleur contenu de Dark Romance. N'oubliez pas, la chaîne officielle est sur YouTube. Je vous y attendrai.